Bonjour à tous, une nouvelle chronique asiatique qui est aujourd'hui consacrée à la rencontre qui s'est tenue le 26 novembre entre les ministres des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, de la République de Corée, la Corée du Sud, et le Japon. C'est une rencontre importante puisque c'est la première à ce niveau de pouvoir entre les trois pays depuis 2019 et un processus qui avait été au départ engagé en 2008, qui a donc duré plusieurs années et qui s'était arrêté pour raison de Covid. Alors il faut savoir qu'à l'origine, donc en 2008, ces initiatives, ces dialogues avaient été mis en place pour apporter une réponse dans ces trois pays à la crise économique internationale provoquée par la crise des subprimes aux États-Unis et figurait notamment à l'ordre du jour la question des politiques monétaires adoptées par ces trois pays afin d'éviter précisément d'avoir des ajustements qui soient différents de part et d'autre. Et puis, progressivement, ces échanges s'étaient étendus à d'autres questions, donc à la fois les questions monétaires, les questions économiques et commerciales, mais aussi les questions politiques et même sécuritaires, l'idée étant tout simplement de maintenir un dialogue permettant d'éviter des zones de tension et permettant aussi de produire un discours homogène face aux enjeux sécuritaires dans la région, je pense en particulier à la Corée du Nord. Donc il est tout à fait positif de voir à nouveau ces rencontres prendre place, et d'ailleurs a été évoqué à l'occasion de cet échange la possibilité de voir dans les prochains mois une rencontre entre les dirigeants de ces trois pays qui donc ne se sont pas rencontrés en dehors des forums internationaux comme l'APEC au cours des 3 et maintenant presque 4 dernières années. Donc c'est un point plutôt positif. Cependant, on note dans ce regain de diplomatie en Asie du Nord-Est, qui est particulièrement prononcé dans le cas de la Chine. On se souvient notamment de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping il y a maintenant une dizaine de jours en marge du sommet de l'APEC à San Francisco. Ce regain de diplomatie se fait dans un contexte qui est un contexte de tension, ou en tout cas d'inquiétude quant à la sécurité et les rapports de force que l'on observe en Asie du Nord-Est. Côté japonais, on voit que l'ajustement, voire la réforme de la Constitution et la transformation des forces d'autodéfense en une véritable force armée au Japon est en train de recevoir progressivement une adhésion plus grande de la part de l'opinion publique, et on voit que le Japon s'oriente peu à peu vers une forme de normalisation de ses forces armées et de sa politique de défense à l'international. Cela va provoquer évidemment des tensions avec le partenaire chinois, d'autant que on ne cache pas à côté japonais la perception de la montée en puissance chinoise comme étant l'une des motivations à l'origine de cette transformation de la politique de défense de l'archipel. Côté sud-coréen, on a vu également, notamment à la faveur de l'élection de 2022 et l'arrivée au pouvoir du conservateur Yoon Suk-yeol, une modification très sensible de la politique étrangère de ce pays, et une forme de rupture même avec le mandat de M. Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon, avec notamment un durcissement de la relation avec Pyongyang, qui n'a fait d'ailleurs que s'accentuer au cours des 18 derniers mois, une relation qui s'est également davantage tendue avec Pékin, notamment quand on voit côté sud-coréen la volonté de se rapprocher de manière très sensible des États-Unis et accessoirement du Japon. Et donc on s'interroge bien sûr côté chinois sur ce rôle qui est celui de la Corée du Sud, partenaire économique très important de la Chine, mais qui semble s'orienter progressivement vers une volonté de rejoindre d'une certaine manière un camp porté par les États-Unis. On a notamment évoqué la possibilité que la Corée du Sud rejoigne le Quad, actuellement composé de Washington, de Tokyo, de New Delhi et de Canberra. Cette rencontre donc qui s'inscrit dans une atmosphère tendue, je dirais, avec en toile de fond bien évidemment la rivalité sino-américaine, ne peut être que positif quand on sait l'importance des échanges entre ces trois pays et l'importance qui est également accordée à la stabilité dans la région. Alors au titre des bonnes nouvelles, on doit d'abord rappeler que ces trois pays mis bout à bout représentent un quart du PIB mondial, donc c'est un poids absolument considérable, c'est plus important
important que le PIB des États-Unis, par exemple. Donc ça nous donne une petite idée de l'importance au niveau économique de la relation entre ces trois pays et de l'importance donc de la stabilité. On voit que les trois pays s'orientent par ailleurs dans une volonté d'intégration régionale renforcée, qui est notamment illustrée par la mise en place du Regional Comprehensive Economic Partnership, le RCEP, qui a été signé en novembre 2020 et dont les trois pays font partie, aux côtés des 10 membres de l'ASEAN, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc il y a une vraie volonté de travailler, je dirais, davantage ensemble à essayer de stabiliser les politiques à la fois monétaires et économiques. Mais on voit que, au-delà des tensions, je dirais, un petit peu conjoncturelles et liées à la relation sino-américaine, on voit aussi que la question nord-coréenne s'est à nouveau invitée dans les discussions entre les trois ministres des Affaires étrangères, et du côté japonais et sud-coréen, on attend de la Chine qu'elle fasse davantage pression sur Pyongyang, qui a, on le sait, multiplié les gestes de provocation au cours des dernières semaines, avec notamment ces dernières manœuvres dans le domaine spatial, qui ont été d'ailleurs mises en place au cours de la semaine dernière. Et donc on est dans un processus qui nous ramène aussi à cette question qui est un petit peu le fil conducteur de ces échanges depuis maintenant une quinzaine d'années, à savoir comment ces trois pays peuvent répondre aux problèmes, aux défis posés par la Corée du Nord, et force est de reconnaître que sur ce point, il n'y a pas eu d'avancée notable à l'occasion de cette rencontre, et donc on a un petit peu repoussé dans le calendrier la possibilité de se mettre d'accord sur une ligne commune en direction de la Corée du Nord. Et je rappellerai simplement, pour conclure ici, que cette ligne commune, non seulement elle est essentielle, mais elle est aussi inscrite dans la démarche qui a été entreprise par ces trois pays au cours des dernières décennies. On se souvient notamment des fameux pourparlers à 6, qui associaient, en plus de ces trois pays et de la Corée du Nord, la Russie et les États-Unis. Alors, sans rêver d'un retour de ces pourparlers à 6 dans un contexte international qui s'y prête pas, on peut espérer que ces trois acteurs régionaux indispensables parviennent à s'entendre dans les prochains mois sur l'adoption d'une ligne commune permettant peut-être de réduire l'impact de ces gesticulations conduites par Pyongyang.